Alors bonjour, je me présente, je suis Amandine. Je travaille au lycée Fraissinet en tant qu'AESH depuis 5 ans. Alors, être AESH, c'est accompagner les élèves en situation de handicap. Concrètement, l'AESH va accompagner l'élève pendant ses cours, l'aider, lui permettre une inclusion et surtout lui donner les outils pour être autonome. J'ai des élèves qui ont entre 14 et 17 ans, donc je m'adapte. Je dois être à la fois invisible et présente. C'est-à-dire je ne dois pas empêcher l'élève d'avoir une vie sociale avec sa classe, mais je dois être disponible pour ses besoins. Donc je peux l'aider à reformuler les consignes, je peux écrire à sa place s'il est fatigué. En fait, tout dépend de ses troubles. Ça peut être des troubles cognitifs comme des troubles moteurs. Il y a les AESH-I, donc individualisés, ils vont s'occuper d'un seul élève. Nous avons aussi les AESH-M, mutualisés, qui eux vont s'occuper de plusieurs élèves. Moi j'ai 2 élèves, certains collègues auront 3, 4 élèves. En fait, on ne sait jamais d'une année à l'autre quel élève nous aurons. On ne connaît pas, en fait, nous avons notre affectation fin juin, début juillet, et là c'est une surprise. Nous allons voir un nom, un niveau scolaire, un lieu d'établissement, mais nous n'aurons aucune autre information concernant l'élève. Le trouble ou la pathologie est du domaine du secret médical, donc nous pouvons ne pas être informés du tout des problèmes et des troubles de l'élève. Alors, je m'appelle Céline, donc je suis infirmière de métier. J'ai un temps de travail de 116 heures par mois, ce qui représente à peu près à 26-27 heures semaine. Je fais le choix de travailler à domicile pour pouvoir rester en accord avec mes convictions profondes de prendre soin. Chose que quand même à l'hôpital ça devient compliqué de pouvoir prendre soin vraiment des gens en accord avec nos convictions, avec le temps que chacun mérite. Et au jour d'aujourd'hui, il y a soit le secteur libéral ou le secteur dont je fais partie, qui est du coup je suis salariée d'une structure de maintien à domicile. Mon mari étant en libéral, donc c'est compliqué d'associer 2 infirmiers déjà dans une famille. Donc au départ m'a été proposé qu'un temps partiel. C'est une structure qui fonctionne qu'avec du temps partiel. Donc subi pour la plupart des gens. Moi subi oui et non, parce que si je faisais un peu plus de temps, forcément il y aurait des soucis familiaux qui se poseraient ayant un époux lui-même infirmier. Maintenant effectivement mon souhait de base c'était de travailler à 100%, mais de par ma vie personnelle c'est pas possible. Nous avons des horaires décalés. Quand on fait le choix d'être infirmière, on sait qu'on travaillera le week-end. Donc, on gère avec depuis toujours, puisque ça fait partie de notre métier. Moi c'est Swazik. Actuellement je suis aide-soignante au SIAD de Plestin-les-Grèves. C'est pas mon premier métier. Moi je suis issue de l'électronique. Mon premier métier c'est de réparer les télé et magnétoscopes. Mais je trouvais pas de sens à ce que je faisais, donc du coup je me suis dirigée vers l'aide à la personne, et donc aide-soignante. Moi, Blandine, donc je suis aide-soignante dans un service d'aide à domicile depuis 38 ans. J'ai commencé en milieu hospitalier juste en remplacement pendant 6 mois, et j'ai intégré donc le service de soins depuis donc 38 ans. Et c'est un métier que j'aime beaucoup, le prendre soin de la personne. J'ai un contrat de 32 heures semaine. Bon, après on gère sa vie personnelle par rapport à ça. Donc je fais 4 heures le matin, 3 heures le soir. Donc savoir que j'ai une coupure entre 12 heures et 17 heures. Quand je reprenais le travail le soir, je ne voyais pas mes enfants qu'à 20 heures le soir. Parce que eux rentraient vers 4h30, moi je partais, donc on s'est croisés. C'est un petit peu pas un reproche que m'ont fait mes enfants, mais ils n'aimaient pas quand je partais à 17h retravailler. C'est pas forcément évident, les coupures, et c'est tous les jours comme ça. Et autrement, c'est un métier où on travaille les week-ends. La personne âgée et handicapée a besoin d'être soignée, donc les prendre soin, c'est important. On n'est pas fonctionnaire, on ne sera jamais fonctionnaire. On sera CDIsé en tant que contractuel, mais pas fonctionnaire. On nous l'a bien dit lors de la réunion, il y a déjà 4-5 ans, que nous ne serons jamais fonctionnaires. Voilà. Nous n'avons pas de statut fonctionnaire en tout cas, donc ce n'est pas possible. Donc forcément, on n'a pas d'évolution de carrière possible. Je crois qu'on peut être indexé, mais c'est vraiment très très faible. Au domicile, on n'a personne sous la main, donc après on arrive à joindre les médecins et tout ça quand même, mais on reste seul à décider.
à coordonner, à faire le lien entre les différents professionnels, et c'est très peu reconnu au niveau reconnaissance en général, et puis au niveau salarial encore moins. Hein. Ce week-end du 8 mars, des actions sont multipliées sur tout le territoire, dont plusieurs organisées sur Saint-Brieuc. Multiplions les actions et organisons la marche des grandes gagnantes sur tout le territoire. Cheminotes, infirmières, hôtesses, agentes du nettoyage, ouvrières, caissières, enseignantes, cadres, étudiantes, travailleuses indépendantes, artistes, avocates, retraitées, défilons toutes en tenue de travail à l'image de la Rosie la riveteuse, icône de toutes les travailleuses invisibles. Refusons qu'à cause de Macron, grande perdante nous soyons. Cette réforme des retraites, on n'en veut pas. Gagnons la fin des inégalités de salaire et de pension. Tout ensemble et tous ensemble, revendiquons, dansons et chantons d'une même voix pour l'égalité professionnelle. Si mes élèves ont besoin de moi en français, maths, anglais par exemple, et que ce sont des cours qui seront de 8 à 9, 10 à 11, 5 à 6, on tente quand même de rassembler les heures pour éviter justement d'avoir des amplitudes trop grandes, mais bien souvent je vais avoir une heure d'étude, enfin une heure de liberté le matin, voire 2, une l'après-midi. Donc en fait, on est vraiment sur 24 heures, on est prise du lundi au vendredi. Je savais que le domicile emmenait le temps partiel automatiquement. Donc j'ai fait le choix d'aller dans le domicile parce que moi je voulais quitter le milieu hospitalier, la structure, parce que les conditions d'emploi ou de vie des usagers ne me correspondaient pas. Donc j'ai souhaité partir dans le domicile pour le bien-être, ou mieux-être en tout cas, parce qu'ils sont chez eux, c'est eux qui décident. Donc du coup je savais que le temps partiel était entre guillemets obligatoire. Mais quand j'ai commencé à travailler, donc moi je suis à 84%, ce qui fait partie encore des gros temps partiels. Alors pourquoi 84 ? Je sais pas, c'était comme ça quand je suis arrivée. Donc d'une façon extérieure, je trouvais ça plutôt cool, le 84%, pour libérer du temps par rapport à mon fils. Et puis finalement, entre les coupures et les petites journées, j'ai pas plus de repos qu'un temps plein. J'ai 4 repos hebdomadaires sur la quinzaine. Je loupe pas des choses, mais finalement mon temps partiel ne m'apporte pas forcément plus que si j'avais un temps plein dans une structure. Et le temps plein, chez nous, pareil, à une époque je le réclamais, pour une question financière, et on me le refuse en fait, le temps plein. Parce que l'employeur trouve que c'est trop difficile. Pour nous, en fait, c'était pas tellement par rapport à moi personnellement, c'était pour nous, parce que nous dans notre structure il n'y a pas de temps plein. Comme l'on dit. Parce que des dirigeants ont décrété que c'était trop dur. En 5 ans, je n'ai vu mes supérieurs qu'une seule fois. Voilà, je n'ai jamais de contact avec l'inspection académique. J'ai des contacts avec le proviseur adjoint dans mon établissement, heureusement. Chaque année, nous remplissons une feuille pour évaluer mes compétences, mais je n'ai jamais de retour. Bon, on me propose chaque année un renouvellement, donc je suppose que j'ai des compétences pour ce métier, mais effectivement, nous n'avons pas de communication avec l'inspection académique et ça manque. La seule avancée, moi je ne trouve pas que ce soit une avancée, c'est que nous signons maintenant des contrats de 3 ans. Avant, nous signions tous les ans. Chaque année, au mois de juin, tu avais l'angoisse de te dire est-ce qu'on va prolonger mon contrat ? Parce qu'en fait, tu n'es CDIsé qu'au bout de 6 ans. Sachant que lorsqu'on est CDIsé, si on quitte la région, on n'est pas certain d'être repris en CDI. Ça dépend des besoins de chaque région. Et si je quitte la région en étant en CDD, je reviens à 0. Enfin, le but est que lorsque je serai CDIsée, il faut que j'ai augmenté mes heures. Parce qu'une fois que je vais signer mon CDI, si j'ai augmenté mes heures et je suis à 28 heures, on ne peut pas me faire signer un CDI en dessous de 28 heures. Là, je suis à 24 heures. Je ne souhaite pas signer mon CDI à 24 heures. Donc, et chaque année, je demande une augmentation de mes heures. Or, je n'ai aucune réponse et je suis toujours à 24 heures. Donc c'est quand même très très compliqué. On peut emmener du matériel, on est formé, voilà. Mais la maison, les gens ils déménagent pas, ils changent pas de salle de bain ou de chambre. Donc on se retrouve en fait dans des positions difficiles, non naturelles. Ajouter à ça des amplitudes horaires qui sont jusqu'à 13 heures et plus les coupures. En fait, ça engendre une fatigue physique
qu'on voit pas comme ça quand on n'y est pas, mais et c'est souvent la fatigue, plus le fait de se tordre dans tous les sens toute la journée qui fait que le corps en fait il lâche. Il claque. C'est pas forcément lié à des chutes ou lié à des accidents de voiture parce qu'on utilise des voitures, donc il y a aussi les risques routiers. Et souvent finalement ça se passe sur des petits gestes. Il n'y a rien qui est fait. On va nous dire il faut vous former sur la manutention, ouais voilà, l'école du dos, mais on prend ne serait-ce que notre mutuelle, donc nous on a des mutuelles obligatoires. Et donc il y a plusieurs niveaux, mais alors sur le niveau le moins cher, l'ostéopathe c'est pas remboursé. Alors que dans nos métiers c'est essentiel. 25 années se sont écoulées depuis la signature de la déclaration de Beijing, à l'occasion de laquelle le monde a pris pleinement conscience que les droits des femmes sont des droits fondamentaux de la personne. Cette déclaration a vu l'élaboration d'un programme d'action complet pour promouvoir les droits des femmes et parvenir à la pleine égalité entre les sexes. Force est de constater qu'il reste encore beaucoup de chemin pour y parvenir. Alors on se bouge toutes et tous. Pour exiger une égale répartition du travail domestique et de soins entre les femmes et les hommes. Pour libérer les femmes du travail précaire, pénible ou décalé auquel elles sont trop souvent assignées, comme dans l'aide à domicile où les femmes se cassent le dos. Pour en finir avec des modes de consommation sexistes et destructeurs de la planète. Pour défendre le droit à l'avortement contre les attaques constantes dont il est l'objet, comme en 2016, où c'étaient les Polonaises qui lançaient l'action en se mobilisant contre une loi restreignant encore davantage le droit à l'avortement. Pourtant, quasi inexistant dans ce pays. Solidarité avec les femmes argentines qui en ce moment sont des milliers dans les rues à lutter pour obtenir le droit à l'avortement. Mais c'est en Espagne que la mobilisation des femmes a été en 2018 et 2019 impressionnante. Jusqu'à 5 millions d'entre elles sont descendues dans la rue. Pour dénoncer la casse des services publics, le refoulement en dehors de nos frontières des personnes exilées, fuyant les guerres, la misère et le dérèglement climatique, dont les femmes sont trop souvent les premières à faire les frais. On se bouge enfin pour revaloriser les métiers à prédominance féminine. Par exemple, une sage-femme diplômée comme un ingénieur hospitalier, mais payée 17% de moins. J'ai eu 60 heures de formation la première année et ce n'est vraiment pas suffisant. On est obligé en tant qu'AESH de se diriger vers des forums, qui sont des fois des forums tout à fait sérieux, et on va pouvoir discuter avec des professionnels et trouver des solutions à nos problèmes et des réponses à nos questions en tout cas. On nous propose des formations chaque année, mais on n'a jamais de réponse. Je m'inscris. Dans mes vœux, chaque année, je demande une formation, mais je n'ai pas de réponse. Nous manquons de budget. On parlait tout à l'heure du BTP, en fait, au niveau de la pénibilité du travail, on est au-dessus du BTP, et ce depuis longtemps. Et comme on dit, on n'en parle pas, il n'y a pas véritablement de travaux dessus. Mais parce que, moi je suis persuadée, c'est qu'on est à 95% des femmes. Nos grilles salariales, enfin la catégorie A, les aides à domicile, donc, comme je disais tout à l'heure, les gens qui sont recrutés parce qu'ils ont envie d'aider mais qu'ils n'ont pas la formation, elles sont 20 ans au SMIC. Il me semble que les chiffres sont exacts. Il me semble qu'à peu près 90% des AESH sont des femmes. Après, il y a quand même beaucoup de métiers comme cela. Tout ce qui est soins, aide à la personne, l'éducation. En fait, ça reflète un peu les compétences supposées innées des femmes au foyer, qui sont là pour ranger, nettoyer, éduquer, etc. Donc c'est comme si en fait ces métiers, comme ils reflètent un peu la femme au foyer, n'étaient pas des métiers qui demandaient des qualifications extraordinaires. Donc ce sont des métiers sous-payés, souvent avec des temps partiels. Et je pense que si ces métiers étaient revalorisés, les hommes viendraient, exerceraient ces métiers-là. Femmes en lutte, en grève, en manifestation depuis le 5 décembre pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Forte et fière, oui,
Nous voulons être les grandes gagnantes, comme nous l'a promis Doudou Philippe. Nous serons les grandes gagnantes, pas grâce à la réforme des retraites de ce gouvernement, mais parce que notre mobilisation sera victorieuse. Nous serons les grandes gagnantes, parce que nous sommes celles qui brisons le silence et qui dénonçons les violences. Nous serons les grandes gagnantes, parce que nous refusons la dévalorisation du travail des femmes, qu'ils soient salariés et souvent précaires, ou qu'ils soient invisibles dans les tâches domestiques quotidiennes. Oh, il y en a qui passent souvent le chiffon. Actuellement, déjà perdantes, et demain, encore plus avec cette réforme. Quelques exemples. Les femmes sont payées 26% en moins que les hommes. Ça, c'est pas tout. Et leurs pensions sont inférieures de 42%. 80% des salariés à temps partiel sont des femmes. Ce temps partiel est souvent subi par l'employeur, ou contraint par la charge des tâches domestiques. Elles sont aussi plus nombreuses en situation de précarité. Les cadres, qu'elles soient dans le public ou le privé, sont discriminés sur les primes et sur leur évolution de carrière. Le fameux plafond de verre qui bloque les promotions et les parois de verre qui cantonnent dans des métiers féminins moins payés. Concrètement, pour être au SMIC, il faudrait faire 41 heures par semaine. Or, il n'existe pas de planning d'élèves qui tiennent 41 heures. Donc, bien souvent, nous sommes à 60%. Moi, je suis à 60%. Donc, je touche à peu près 750 € parce que notre contrat est annualisé. Et je suis contrainte de travailler les dimanches et une partie de mes vacances scolaires pour avoir un salaire décent. Nous sommes dans un métier précaire, tout à fait. Oui, c'est totalement de la précarité. Je ne me vois pas faire ce métier pendant des années. Ce n'est pas possible. Mes enfants grandissent, les études sont à payer. Je pense à ma retraite. Et évidemment, 750 € par mois, je ne peux pas me projeter loin comme cela. L'impact direct, voilà, si demain je me retrouve seule, par exemple, c'est un métier que je ne pourrais plus faire, par exemple. Si demain, de par ma situation familiale, je me retrouvais seule avec mes 2 enfants, ce serait compliqué de continuer à faire ce métier parce que bah voilà, le problème de garde d'enfants, et puis de pouvoir nourrir une famille, quoi. J'ai la chance d'avoir du côté de mon époux et du mien des grands-parents retraités qui en fait font garde nos enfants le soir et les mercredis, ce qui nous permet justement de pas avoir de payer de centre de loisirs et de toute manière la garderie fermant à 6h30, après 6h30, soit prendre quelqu'un chez moi, ce qui me coûterait aussi de l'argent, donc au final je m'en sortirais pas, quoi. On est en prison par rapport à ces contrats, mais aussi on est totalement... c'est dommage, parce qu'on parle de l'émancipation des femmes, des droits des femmes, mais en fait ces contrats nous lient vraiment à notre conjoint. On ne peut pas quitter notre conjoint. Si ça devait mal se passer, financièrement ce n'est pas possible. Et c'est quand même triste. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 750 € si vous quittez votre conjoint ? Ça ne suffit pas pour une caution, ça ne suffit pas pour financer une voiture, payer un loyer, nourrir les enfants. Bien entendu, c'est pas possible. Si on voit l'avenir loin et dans le sujet actuel des retraites, c'est simple, je serais une retraitée qui pourrait pas s'en sortir seule. J'écoute, là je vais bosser, allez, je serai bientôt plus âgée que les gens que je soigne, quoi. Pour pouvoir avoir une retraite de misère aussi quand même, quoi. Donc donc il y a beaucoup de gens dans notre métier qui en fait pour subvenir continuent à travailler à 70, 75 ans et sont plus vieux que les gens qui soignent. Il y en a. Je vois absolument pas un avenir professionnel en tant qu'AESH. Ou alors nos revendications seront acceptées, nous aurons un temps plein et à ces conditions-là ? À ces conditions-là, bien sûr, je signe tout de suite, parce que c'est super comme métier.
Moi, je vois des élèves en seconde, c'est encore des petits-enfants en seconde. On les amène jusqu'à la vie adulte, donc en terminale. Et les voir voler de leurs propres ailes, ça c'est juste... c'est super. En fait, je récupère le travail des AESH qui ont suivi ces élèves en maternelle, en primaire, au collège, et après on les laisse partir. Moi, je trouve ça superbe. Mon souhait, moi, ce serait une fois que mes enfants sont plus grands, ce serait de travailler plus, d'avoir un temps de travail plus conséquent. Et puis, par contre, je pense être à ma place. J'ai pas envie de changer parce que mon boulot est passionnant et je suis ravie d'aller au travail tous les jours, malgré ces contraintes. L'amour du métier l'emporte quand même. Et brisons nos entraves, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le monde, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout. Ta retraite à point n'aime pas les petits jobs en pointillés. Moi tu vois, je veux être autonome à cause de Macron. C'est la chute des pensions pour Poitou et Marion à cause de Macron. Dans 13 ans, nous serons pour le vivre sur quelqu'un. À cause de Macron, on crierait révolution. À cause de Macron. Ils disent que la réforme des retraites, les femmes sont les grandes gagnantes, mais pour avoir lu plein de trucs, c'est faux, parce qu'on est à temps partiel, la plupart des femmes. Moi, c'est pas mon cas, mais il y a eu beaucoup de congés parentaux, souvent c'est les femmes. Et finalement, à la retraite, c'est plus les 25 meilleures années, c'est toute la carrière. Pour avoir regardé de plus près, pour toucher autant que je devrais toucher si je restais à temps partiel, il faudrait que je travaille 5 ans de plus, minimum, pour toucher moins que ce que je toucherais aujourd'hui si je continue comme ça jusqu'à 62 ans. Déjà à 62 ans en tant qu'aide-soignante, c'est difficile, voire moi je vous avais envie de même dire impossible. Et là, 67 ans. Et comment on fait si notre corps il veut plus ? C'est ça le truc, c'est pas que... Là, c'est même pas la question, oui, or peut-être, je veux partir avant... Mais en fait, notre corps, il nous laissera pas le choix. C'est-à-dire qu'on peut pas. Et une fois qu'on peut plus être aide-soignante ou être à domicile, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Moi, je sors justement d'un arrêt. Là, j'ai été en janvier arrêtée pendant un mois par rapport à mon épaule. Et du coup, c'est très compliqué. Je me rends compte avec les années que j'ai moins d'énergie pour s'occuper des gens. Si on est plus handicapé qu'eux, c'est un peu compliqué. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'on s'occupe de gens qui sont pas en pleine forme. Ils sont vieux, fatigués, ou handicapés, ou tout ça en même temps. Donc ils ont besoin d'avoir des gens en face d'eux qui vont bien, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on va bosser, quand on a mal au dos, mal aux épaules, ou psychologiquement on est fatigué, parce que en fait c'est des métiers où on donne de notre personne pour les autres. Mais si on n'a pas cette capacité, déjà si nous on peut pas s'occuper de nous correctement, comment tu veux qu'on aide les autres ? C'est impossible. C'est très difficile pour les AESH de se mobiliser parce qu'en fait, on ne se connaît pas, puisque nous n'avons pas de réunion. Au moins, si on avait une réunion par an, on pourrait se voir, se connaître. Moi, la dernière fois où j'ai été confrontée à d'autres AESH, c'était il y a 5 ans pour ma formation de 60 heures. Je ne vois jamais d'autres AESH, à part ceux qui sont dans mon établissement. Mais j'ai des collègues qui sont seuls dans une petite école primaire. Et on a plusieurs contrats. Parce que moi, par exemple, j'ai une collègue, sa fiche de paye, c'est Mendès France. Le lycée Mendès France de Rennes. Moi, c'est l'inspection académique de Saint-Brieuc. C'est quand même curieux. Pour le même métier, dans le même établissement, tu vois, c'est surprenant. Ah, mais c'est totalement le bordel. Si par exemple, je suis absente, je dois prévenir l'inspection académique.
Je dois prévenir l'établissement dans lequel je suis. Si je fais grève, je dois envoyer un papier à l'inspection académique pour dire si oui ou non je fais grève. Je dois prévenir mon établissement. C'est vraiment très compliqué. Pareil pour les arrêts maladie. Il faut que je prévienne les deux pour trouver une solution de remplacement, ce qui n'est jamais possible d'ailleurs. Donc, le temps que l'inspection académique trouve un remplaçant, bien souvent nous sommes revenus. Donc en fait, on est très soudés dans l'établissement, nous sommes 5 AESH et en fait c'est en interne qu'on remplace les congés maladie. Ouais, on n'a pas le choix. Parce qu'il faut penser à l'élève, la priorité c'est l'élève de toute façon. Même pour les grèves, c'est très compliqué. Quand on fait grève, notre élève n'a plus son AESH, donc c'est quand même difficile. Un professeur, quand il fait grève, sa classe entière sera absente, si vous voulez, mais on rattrapera. Moi, quand je suis absente, mon élève, il ne peut pas rattraper. Okay. Il a vraiment besoin de moi. Donc ça aussi, c'est problématique. Ils savent qu'on n'est pas vraiment libre de... On ne peut pas économiquement faire grève tout le temps. On ne peut pas contester souvent. Et aussi, on ne veut pas pénaliser nos élèves. Je suis une nouvelle militante, on va dire, parce que justement, je crois en l'homme, je crois en son travail, en son respect, et c'est des valeurs qui me sont vraiment profondes. Et le respect, c'est nous qui faisons marcher le système, et il faut un minimum nous respecter quand même pour que ça continue à avancer dans le bon sens. Et le maintien des valeurs qui se perdent, et ça m'affecte énormément. Les valeurs humaines qui fait quand même notre richesse, et ça, il faut se battre pour. À tout prix, vraiment. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier. C'est pas pour rien que je suis là. Un petit message pour Macron, son gouvernement. Ils veulent vous aider quand même. Oui. Non, il veut pas nous aider, non. Non, il veut continuer à nous exploiter. Même au-delà des retraites, on voit bien les financements de la personne âgée. Il parle que du coût, en fait. Du coût. Le coût des retraites, le coût des salaires, le coût du travail, le coût de la personne âgée, mais le coût de la perte d'autonomie. Ouais, le coût de la perte d'autonomie. Alors que c'est pas un coût tout ça, c'est juste la société. Quoi. Et qu'à la base, en France, on est censé cotiser, on cotise de moins en moins, du coup il n'y a plus de services publics et tout s'enchaîne. Donc là, il s'attaque à la retraite, il a déjà commencé la Sécu et il va continuer. Il faut qu'il parte, monsieur Macron. Alors, quel est le combat le plus important ? Il y en a tellement qui sont importants. Moi, ce serait la place de la femme dans la société. J'ai une fille et je ne voudrais pas, lorsqu'elle sera adulte, qu'elle ait à faire des sacrifices parce qu'elle est une femme. Je trouve ça totalement injuste. J'ai dû faire cela et je trouve pas ça vraiment agréable, quoi. C'est pas très français ce que je viens de dire.